cette nouvelle rencontre internationale sur les Indes fourbes, avec les auteurs qui sont avec nous, Anna Herold et Juan Cardino. Ça ne m'étonne pas que vous soyez nombreux dans la salle, parce que les Indes fourbes, c'est un des albums remarquables et remarqués de l'année 2019, qui a déjà reçu quelques prix. J'ai vu que très récemment, il y a le prix des libraires de bande dessinée. Et on va peut-être commencer en disant que les Indes fourbes, c'est un one-shot, mais en fait c'est une seconde partie, finalement. Et d'ailleurs, c'est annoncé clairement dans la page de titre. C'est on est inspiré de la première telle Constantin Lanara, dont Francisco Gomez et Quevedo et Villegas. Donc, c'est une suite d'un roman picaresque espagnol d'un auteur inconnu en France, mais très connu en Espagne. Nous, on connaît beaucoup Cervantes et Don Quichotte. Et alors, parlez-nous de El Buscón, parce qu'en fait, c'est vous qui avez un peu insufflé le mouvement pour créer cette histoire comme une suite de El Buscón. Oui, mais bon, déjà bonjour à tous, merci d'être venus. C'est moi qui a porté l'idée, mais l'idée ne serait pas venue si vous n'avez pas eu la conversation qu'on a eue. C'est venu tout seul. C'est pour ça que moi je dis, on l'a trouvé à deux, comment l'idée. On l'a trouvé à deux en discutant, alors de fil en aiguille, on a développé des idées, tout, on passait d'une idée sur l'autre, et on est passé par les Don Quichotte, de l'aventure éventuelle de Don Quichotte dans les Indes, aux Amériques, et de là on est passé à El Buscón, à ce personnage qui est un personnage clé de la littérature picaresque, et Quevedo, effectivement, il est aussi grand que Cervantes pour les lettres espagnoles et pour ce siècle d'or. Et ça ne vous aura pas échappé qu'on s'est bien gardé de surtitrer les Indes fourbes. La seconde partie de l'histoire de la vie, c'est une seconde partie, une seconde partie imaginée sur la base de l'histoire qui nous a inspirés. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on avait commencé à travailler sur l'histoire, j'avais déjà écrit une bonne partie du scénario, et je me suis rendu compte avec l'effroi qu'il existait déjà une seconde partie. Donc, écrite par Quevedo. Oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Non, il n'a pas eu le temps de l'écrire, parce qu'il n'a pas fait de arguments. Par contre, le traducteur français du Buscón au XVIIIe siècle, Étienne de la Bretonne, qui est aussi un écrivain français de l'époque, avait fait la suite. Et quand j'ai vu ça, j'ai essayé d'en savoir plus. Alors, le bouquin est quasiment introuvable. Par contre, j'ai pu constater que, heureusement, il traversait le Mexique, il partait tout de suite. Pablos partait pour les Philippines, avoir des galions de Manille et les galions du Pacifique, et donc il n'allait pas au Pérou. Ça, il n'y a pas de redondance dans l'histoire. Mais avant toute chose, peut-être qu'on peut raconter rapidement El Buscón, parce que en fait, les Indes fourbes commencent à la fin de El Buscón. Donc, qu'est-ce qui se passe dans El Buscón, grossièrement? C'est l'histoire de la vie de Pablos, sa rencontre depuis son enfance, sa jeunesse comme valet de Don Diego Coronel. Et après, du coup, c'est un débrouillard, donc il commence à faire des petites magouilles. Il y a déjà des aventures dans la résidence où il est étudiant. Et par la suite, il commence à être un peu vagabond et aller de Madrid à Ségovie et puis essayer différents métiers. Il essaie beaucoup de choses, et notamment il est comédien à un moment donné. D'autres fois, il traîne avec d'autres gens, notamment des hidalgos sans le sou, où on devient un peu particulier, un peu très rigolo. Tout est très truculent et intéressant à chaque fois, c'est hilarant. Franchement, c'est le même bouquin préféré, mais c'est une merveille d'humour noir, décalé et grotesque. Ce qu'en Espagne, on a appelé plus tard, dans le XIXe siècle, l'esperpento, quelque chose de foncièrement grotesque et qui nous appartient beaucoup aux Espagnols, à la culture espagnole. Et tout ça dans un style qui est baroque, qui est aussi du XVIIe siècle, qui est baroque et qui est précieux, avec des
tournure de phrases complexes et un langage très soutenu, et à la fois de temps en temps des dérapages un peu vulgaires ou scatologiques ou de l'humour assez trash, évidemment. C'est assez étonnant. Et alors dans El Buscón, à la fin, Pablos, est-ce qu'il déjà il s'embarque pour le Nouveau Monde? Pas encore. Ici, il a le projet de s'embarquer. Il a le projet, il est un petit peu grillé, il a Séville où il est un petit peu grillé suite à ses nombreux méfaits et il embarque avec sa petite amie qui est une prostituée qu'on va retrouver dans le principal et il part pour le Nouveau Monde pour essayer de refaire sa vie et voir si sa situation s'améliorera sur les mots de Quevedo en changeant le nom des deux pays. L'homme qui ne change que de lieu et non de mœurs n'améliorera jamais sa condition. C'est la morale du premier ouvrage, la récupération du roman de Quevedo. Et dans notre album, cette morale va être un petit peu mise à mal peut-être, parce qu'il va changer effectivement de mœurs, notre Pablos, mais j'ai bien peur que ce soit empire. Donc on soit bien d'accord avec le public, les Indes dont on parle ne sont pas les Indes orientales, l'Inde actuelle, c'est les Indes occidentales. C'est la favori du livre. Voilà, ça commence par le titre. On croit que, eh ben non, c'est les Indes occidentales, donc c'est le Nouveau Monde, c'est le pays des conquistadors espagnols. Et donc, effectivement, Pablos, qu'on voit donc, sur la couverture, c'est lui, part pour le Nouveau Monde en espérant faire fortune. Et les deux fils rouges de l'album, c'est faire fortune et changer de condition sociale, s'élever. Ça va de pair. S'élever dans à l'époque, ça allait de pair, c'est vrai. Et effectivement, ça se vérifie dans l'album. Donc on va suivre les aventures de Pablos dans le Nouveau Monde. Je mets rapidement deux couvertures de séries qui nous ont fait connaître, Alain Hérol, Garofou et De Capet de Croo, parce que en fait, dans ces séries-là, il y a quand même souvent des personnages principaux qui ont la langue bien pendue, qui jouent un peu leur vie comme des comédiens. Et alors là, Pablos, on est dedans à fond la caisse. Bon, là, on voit une petite séquence où il joue vraiment quelque chose, mais c'est un type de personnage, un archétype qui vous plaît, visiblement. Oui, j'aime bien, c'est très amusant à mettre en scène et je pense très amusant aussi à dessiner. Et c'est un personnage qui n'est toujours pas plein de ressources et qui va trouver des solutions inattendues à ses problèmes à chaque fois. Et c'est un personnage qui est dans un monde très violent, très dur, très violent, où on tire l'épée pour rien, où on peut se faire emmancher pour rien, mais lui, il n'est pas contrairement avec les héros de Capet de Croo, n'est pas un bretteur. Et la seule différence qu'il y a avec les héros de Capet de Croo, par exemple, même s'il vit un peu de siècle, c'est que c'est non seulement pas un bretteur, mais ce n'est pas un héros avec du panache et le sens de l'honneur, loin de là. Ah, spoiler! Bon, ça se spoil pas. Ça lance assez vite, vous êtes une fripouille. Oui, on comprend assez rapidement dès les premières pages. Rien d'autobiographique dans des personnages à la langue bien pendue et qui jouent leur vie. Le récit picaresque, ça porte toujours la forme d'une autobiographie. C'est un récit à la première personne d'un groupe qui raconte sa vie. Bon, c'est vraiment la forme générale du roman picaresque. Et quelque part, en commençant à écrire le scénario, puis au fur et à mesure de la réalisation du livre, il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose qui s'est imposé de plus en plus comme une évidence, c'est devenu l'histoire d'un type qui raconte une histoire. Et donc du coup, c'est l'histoire d'un narrateur, l'histoire d'un conteur. Et peut-être, c'était François Moussouméra qui pour lui fait la réflexion, c'est aussi, entre autres, c'est un récit d'aventure, c'est un récit picaresque, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi peut-être une réflexion, une modeste réflexion sur l'art du conteur et l'art du narrateur et l'art de l'auteur. Alors donc on va suivre les aventures de Pablos dans le Nouveau Monde. Il va aller jusqu'au Pérou et donc on va suivre effectivement, comme vous dites, les récits qu'il en fait la pierre angulaire du récit quand même, c'est l'Eldorado. Il est attiré par ce pays de cocagne. Dans l'autre sens. Voilà, là on voit une carte de l'Eldorado qui indique où est l'Eldorado. On est quand même un siècle après les premiers conquistadors. Il y a toujours ce mythe de trouver les cités d'or. Oui, ça a traîné longtemps dans l'imaginaire sud-américain. La forêt est immense, la forêt vierge est immense, il y a plein d'étendues inexplorées, et donc ce mythe de cité d'or a continué à couler longtemps.
Et effectivement, on est presque 100 ans après la conquête. Et les rêves des conquistadors sont encore là. Et donc aller dans le Nouveau Monde, c'est aussi faire fortune, enfin avoir l'espoir de faire fortune. Oui, c'est ce rêve de fortune, de changer de vie, de recommencer à zéro, de faire fortune au monde qui a donné tellement de migrants vers le Nouveau Monde, mais qui se cristallise dans cette idée d'Eldorado qui est le pays où l'or coule à flot. L'or coule à flot, effectivement, là on voit une expédition qui arrive. Alors, j'ai pas tout mis parce que faut laisser la surprise aussi, mais on voit que ce pays, voilà, l'eau c'est de l'or, et même les animaux, les déjections des animaux. Le perroquet, ouais. Donc ça, la documentation, vous avez été sur place pour voir... Alors, pour ce qui est du perroquet, on est allé sur place, c'était avant, juste avant de s'attaquer au dessin, a fait un séjour au Pérou, qui lui a permis de s'imprégner de cette atmosphère. Je ne pense pas, si je me trompe, que tu as vu le perroquet qui chie de l'or. Non, mais j'ai vu des perroquets qui avaient des rapports très curieux avec les personnes, les touristes et les gens installés dans les lodges où on séjournait pour visiter, pour faire des randonnées en pleine jungle. C'était très intéressant. Et voilà, à un moment donné, il y avait deux perroquets, deux haras, comme là, un bleu et un rouge, qui du coup, en marchant, pas en volant, en marchant, se posent sur les marches de la porte arrière de la cuisine. Et ils rentrent dedans, je les vois, ils vont où? Et j'entends une voix dedans qui dit « Qu'est-ce que vous foutez là? Allez dehors, espèce de petit filou !» Et les deux qui sortent. D'accord, on aura essayé. Ils ont essayé de chipper quelque chose à manger, puis ils sont tombés. On s'est fait avoir. Allez, on comptera plus tard. C'était super drôle. Et le fait d'aller sur place, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus par rapport à la documentation qu'on peut faire aussi sur Internet? Ça nous apporte tout. Ça nous apporte vraiment c'est la seule possibilité, pour moi, mais je pense que la plupart des dessinateurs, sauf qu'il y a des surdoués qui arrivent à se transporter mentalement aux endroits, mais je pense que ça nous apporte, soit moi ça m'a apporté en tout cas la seule voie, la seule possibilité de mettre le lecteur en vraie immersion dans des ambiances qu'il ne connaît pas. Parce que les références que vous pouvez avoir sur Internet, ou même sur des beaux bouquins avec des photos fantastiques, jamais ça va égaler le sens de l'espace, dans ce cas-là, la pression de l'air. On parle beaucoup de la lumière. La lumière apparaît partout. On me disait, ouais, la lumière en Louisiane, c'est la même lumière que celle de Paris, il y en a plus. Il y en a plus souvent, mais c'est la lumière. Après, il y a les couleurs, il y a les couleurs du ciel. En altitude, la couleur du ciel est beaucoup plus bleue, plus surprenante. L'ambiance dans la jungle, la pesanteur de l'atmosphère, des insectes, des moustiques, de l'humidité. Et par moments, vous êtes à 100% d'humidité et voilà, et à 40 degrés et à l'ombre. Voilà, mais tout ça, je pense qu'il faut le voir, il faut le vivre, il faut acquérir l'expérience sensorielle pour pouvoir la transmettre au mieux avec vos dessins plus tard. Et en tant que scénariste, qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller sur place? C'est une idée aussi de voir des choses, tous ces petits détails qui donnent de la véracité ici, des choses qu'on ne peut pas imaginer si on ne les a pas vus réellement, et toute une ambiance, toute une atmosphère aussi, et un matériau réel, tiré du réel, parce qu'évidemment pour ce type de BD, j'ai documenté beaucoup, il y a beaucoup de textes historiques ou autres, mais je me suis aussi inspiré du réel, notamment de ce que j'avais pu voir dans mes souvenirs de voyage en Amérique latine. Alors peut-être qu'on peut rester un peu sur la documentation, effectivement. Il y a quand même une documentation énorme, décors, costumes, sans parler de l'immersion dans un imaginaire de l'époque. J'imagine qu'il y a eu, comme vous dites, des lectures. L'immersion, c'est vraiment le maître mot, c'est-à-dire qu'on voulait dès le début faire un récit où le lecteur va plonger, va s'évader, va partir ailleurs, dans un ailleurs géographique et temporel.
Et pour ça, il fallait que même si c'est une fiction, et même si c'est une fiction, on raconte beaucoup de choses abracadabantes, il y ait quand même des accents de vérité dans ce récit. Et vraiment, tendance à beaucoup documenter pour le visuel. Il le fallait forcément, et les sources sont grandes, mais limitées surtout par certains moments, par certains aspects. Là, c'est le palais je crois que c'était le palais du roi, c'était le palais du vice-roi, qui est ce personnage-là, qui était le vrai vice-roi, qui était le comte de Chinchon, le vice-roi du Pérou dans les années 1630. Et voilà, mais après, on trouve un meuble français, on trouve une fraise qui était peut-être plus déjà, il n'était pas de rigueur dans la cour d'Espagne, mais peut-être qu'aux Indes, ils continuaient de se faire un peu plaisir. Ils apportaient leurs produits textiles de l'Europe et de Flandre, la dentelle, les fraises. Le palais, effectivement, on trouvait des références, il y a que quelques gravures et il n'était pas beau. Pour les bateaux, quand vous avez des photos des reconstructions, vous ne savez jamais qu'est-ce qui est, jusqu'à quel point est l'aspect, la déco, cet aspect baroque des galions est artificiel ou est un peu inventé, sauf que quand vous allez dans les peintures d'époque, vous voyez comment il était fastueux, les navires, je me dis, oui, effectivement, on peut se faire plaisir. Et c'est un bon exemple, là, vous avez les bateaux, des tenues, et puis même les outils, le fait que on a évidemment, au début, dans mon crayonné, il met sa lettre dans une enveloppe. Ça a été inventé aux États-Unis, je crois que c'est au milieu du siècle, du XXe siècle, je crois que c'était les 40. Le mot plié. Toujours le mot est plié, et quand il y a un timbre, ou un tampon, un seau, on le pose sur le papier même. Il y avait des façons particulières de le plier. J'ai trouvé un document où on voyait comment on le pliait, donc j'ai essayé de le présenter comme ça. C'était très amusant en même temps. C'était laborieux, mais divertissant. Effectivement, on ne se rend pas bien compte. Là, voilà, c'est un peu la vie quotidienne à l'époque, donc à la lecture, ça passe très bien, mais on ne se rend pas bien compte du travail du dessinateur pour recréer ce quotidien dans le moindre détail, que ce soit les fenêtres derrière le bureau, le nombre de carreaux aux fenêtres à cette époque-là. Enfin, on peut tomber dans le moindre détail. Et vous avez aussi, dans la troisième case, ce geste particulier. Je ne sais pas si les lecteurs ont compris, mais M. Herman va vous expliquer. Donc il se poudre de sel, l'encre pour que l'encre sèche plus vite. C'est le genre de petit rituel d'écriture qu'il y avait à l'époque. Mais c'est ce genre de détails qui vont faire qu'on croit à ce récit, qu'on accepte et que le lecteur accepte de se laisser entraîner. Mais donc on imagine le temps pour arriver à tout ça. On reparlera peut-être un peu plus tard de temps de gestation et de création de cet album, mais bon, déjà on voit un petit peu le degré de détail, et ça sur 160 pages, donc déjà bravo, avant toute chose. Et alors il y a l'autre fil rouge, fil conducteur de ce récit, c'est aussi Pablos qui essaye de trouver l'Eldorado en Amérique latine, essaye aussi par la même occasion de s'élever dans la société, mais une société qui est très cloisonnée, une société d'ancien régime qui est très cloisonnée, avec l'aristocratie d'un côté et le reste de la population de l'autre. Ça a été aussi, Don Pablo, c'est un pied de nez à cette société société figée plutôt de l'époque. Au moment de Quevedo, déjà, Pablo essaie de se hisser, de changer de catégorie sociale. Effectivement, la société n'est pas du tout mobile, on ne peut pas changer de caste comme ça. Et dans l'album, c'est pareil, Pablo avait désespérément de se hisser, mais il n'y arrive jamais, il y a toujours quelque chose qui l'empêche et on redescend toujours plus bas dans le caniveau. Mais il est opiniâtre et rusé. Oui, il y a différentes façons de revenir. Il sort par la porte, il vient par la fenêtre.
Et on voit là, alors on ne va pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas lu, mais qu'on peut acheter aussi ces titres de noblesse. Donc c'est aussi un moyen de monter dans l'échelle sociale, comme on disait, la fortune et monter dans l'échelle sociale, c'est lié. L'Espagne de l'époque, c'était un petit peu particulier par rapport à notre monarchie européenne, où il y avait encore la noblesse guerrière était encore très prépondérante. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas si vous pouvez acheter un titre de noblesse en pas. Espagne de l'époque, mais si c'est des Thomas Brest, c'est une licence narrative qui n'a absolument aucune importance. Ça passe dans le récit, et c'est pas incroyable, même si c'était pas, ça se faisait pas ou c'était pas légal, sans doute il n'était pas impossible de falsifier les papiers, on reprend des fonctionnaires. C'est sûr que c'était jouable, surtout quand on avait une masse d'argent incalculable. Alors, l'album a permis aussi d'aborder d'autres thèmes plus actuels, qui entrent en résonance avec l'actualité. On peut parler, par exemple, de la critique du colonialisme et le pillage des ressources à l'époque, le massacre des autochtones, l'esclavage, la responsabilité de l'Église catholique. C'est peut-être aussi ça qui donne la saveur à l'album, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font écho à ce qu'on peut penser aujourd'hui. C'est pas un livre à thèse, c'est pas un livre historique, mais l'action de cette fiction a pour cadre une période historique qui était particulièrement mouvementée et particulièrement cruelle. Et effectivement, par d'autres, nous avons confronté à diverses tragédies humaines qui se sont parcours. Et c'est une période où la requête du nouveau monde, évidemment, se faisait de manière très sanglante, mais même en Europe, il y avait très peu de valeur accordée à la vie humaine. Et il y avait vraiment une notion de. J'ai lu les mémoires du capitaine Alonso de Contreras, qui est un aventurier de l'époque, qui raconte ses aventures de la grecque. Les gars s'embrochaient pour tirer l'épée ou la dague, ils s'embrochaient. Et c'était vraiment, il y avait vraiment notamment quand on était à l'échelle sociale, il y avait vraiment une notion de vie qui ne valait rien. Et évidemment, Panos, en partant pour le mouvement, se retrouve du côté des colons. Donc là, c'est une forme d'énoblissement pour lui, parce que finalement, même s'il y a un lieu, il fait partie quand même des colons. Mais sa fortune ne va le rattraper finalement, malgré son statut a priori privilégié par rapport aux autochtones. Il va finir par redégringoler encore à l'échelle sociale. Alors, il faut évidemment parler de la construction du récit, parce que là, vous utilisez toutes les techniques à votre disposition pour raconter une histoire. Alors, on peut citer récit enchâssé, ellipse, flashback, fausse piste, arrêt sur image, dialogue enchaîné sur deux scènes distinctes. Enfin, il y a vraiment toutes les techniques du 9e art. Et en plus, arrivé à la fin de l'album, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça donne envie de le relire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas compris tout de suite, et puis peut-être qu'on veut relire des choses parce que, ah bon? Enfin bon, c'est assez diabolique, il faut le dire. Vous n'aviez jamais été aussi loin dans toutes ces techniques, parce que vous êtes coutumier du fait de mettre des fausses pistes, des choses comme ça, mais là c'est un summum. Là. Il y a un moment d'écriture du scénario où je me suis peut-être un peu laissé griser par la mécanique et l'horlogerie, et ça avait donné un résultat un peu stérile, un peu froid. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'engrenages et de rouages très précis qui fonctionnaient, mais ça manquait d'humanité, ça manquait de chair et de vie. Et dans les échanges avec Franco, c'était apparu aussi qu'il y avait quelque chose d'assez satisfaisant, et puis finalement, j'ai retravaillé après pour remettre de l'humain sur toute cette mécanique. On m'a posé la question à propos de ça. Je suis de l'autre côté de la création, et ma vision de la chose est un petit peu différente. Disons qu'Alain construit une machine narrative, une mécanique qui est parfaitement huilée, de précision, qui marchait très bien, mais qui manquait narrativement, parce que c'est pas une machine, c'est pas un objet, c'est une narration, et c'est pas que ça manquait de vie, ça manquait de fluidité, à mon avis, à un moment donné, mais c'était parce qu'on avait repris l'histoire par morceaux, finalement, on avait refait, ajusté des choses, de façon à ce que ça devienne une sorte de patchwork où il y avait des moments
d'inconnexion qui, malgré tout, c'était une histoire qui tenait parfaitement la route, mais ça manquait quelque chose. C'est là où Alain manquait de chair ou d'humanité. Je pensais que c'était une certaine fluidité. Et je ne sais plus si ouais, on en avait parlé. Et voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça me manque un petit peu quelque chose, c'est juste un petit peu dommage. À ce moment-là, Alain me dit, pour me rassurer, bon, là on a le truc, c'est un peu, voilà, c'est encore un peu ankylosé, mais on va voilà, je vais faire je vais donner faire un dernier passage pour remettre tout ça en forme. Et voilà, et immédiatement, quand il m'a passé la version suivante du scénario, je me dis, mais c'est magique, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, c'était voilà, le doute que j'avais, c'était sans compter sur voilà, la maîtrise du métier, du faire. Franchement, voilà, j'étais sidéré et séduit immédiatement. L'instant de doute que j'avais eu est parti complètement. Je suis parti tête la première dans le bouquin, le découpage, le dessin. Et cette mécanique, elle est dans le récit, dans le texte, dans le scénario, on va en parler, mais elle est aussi dans le découpage, dans le storyboard, dans l'agencement des vignettes, jusqu'à la composition de certaines vignettes. Donc il a eu aussi sa part de mécanique complexe. Oui, le dessinateur a un rôle aussi à jouer là-dedans. Et alors vraiment les fausses pistes pullulent. Si vous n'aimez pas ça, je pense qu'il ne faut pas lire l'album, mais si vous aimez, alors là vous allez être gâtés. Ça fait penser à des films comme Usual Suspects ou Fight Club. Attention, Alors, est-ce que vous avez des inspirations? Est-ce que vous avez eu des inspirations pour ce genre de fausses pistes où on croit un truc et puis en fait c'est pas vrai, et puis si, et puis non, et puis... Des inspirations cinématographiques et aussi dans la masse de choses qui nous ont inspiré. Et après, je ne veux pas trop m'étendre sur ces histoires de mensonges et de bobards parce que ça déclare un peu. Oui, en tout cas, il faut disons que c'est un livre qui est un exercice de mensonge, en fait. Et d'ailleurs, quand vous avez abordé ce travail, qui n'est pas une adaptation, parce que vous ne faites pas l'adaptation des Bouscones, mais il faut vous fondre quand même dans un ton qui ressemble quand même à celui de Garofalo, celui de Capet de Crau, qui n'est pas si éloigné que ça. Comment vous avez abordé la chose pour vous faire un scénario? Pour le type d'écriture, par exemple, c'est des dialogues emboulés, un petit peu emboulés, qui sonnent au XVIIe siècle, mais c'est pas le même XVIIe siècle que dans le Capet de Crau, où là, il y avait vraiment une langue qui est à l'imitation de Molière, un petit peu, et de la langue du XXe siècle, mais en français. Là, pour cette histoire-là, j'ai essayé de respecter le style de Quevedo, qui était la figure de proue d'un mouvement littéraire de l'époque, un mouvement baroque qui s'appelait le conceptisme, qui était une écriture précède qui a un usage abondant de double sens, de sens caché, d'image, et tout ça au service du fond. Oui, c'est un baroque qui n'est pas baroque dans la forme, dans la fioriture du langage, les métaphores, etc. Là, c'est des métaphores, évidemment, mais il y a essentiellement des doubles sens, des références culturelles. Et je vous dis un truc, vous ne comprenez pas, vous allez dans les notes, effectivement, ça vous explique, c'est une référence au fait je sais pas, aux fruits congelés condamnés par l'Inquisition, à la telle fête où on l'emplumait, je sais pas qui. Et il y a toujours une image comme ça, et moi j'ai essayé de respecter ça au début, je m'étais dit, de temps en temps je vais saupoudrer de quelques tournures conceptistes de l'histoire, les dialogues, pour faire un petit parfum espagnol du siècle d'or. Et en fait je suis pris au jeu, j'appuie de plus en plus, et du coup j'ai écrit quasiment tous mes dialogues comme ça. Et à l'arrivée, on a quand même des tournures assez complexes, et quand on voit le texte, il est ennuyé parce que lui tenait à cœur. En gros, il est espagnol, et ce livre parle d'un classique de la littérature espagnole, et il avait à cœur que la version espagnole soit fidèle aux tournures de l'époque aussi. Et les bandes dessinées sont pas toujours traduites avec le plus grand soin, et donc il a décidé d'entreprendre lui-même la traduction de la version espagnole du bouquin. C'était pas facile.
C'est pas facile. Finalement, j'ai fait une sorte de pastiche. Je ne sais pas si vous avez une œuvre de référence comme nous on l'a. Nous, on a une pièce peut-être des années 1930 qui s'appelle La Venganza de Olmedo, la vengeance de Olmedo, qui est un pastiche total d'une histoire voilà, du XVe siècle, oui, presque médiéval, pas plutôt médiéval, et avec un langage qui est un faux castillan ancien, mais justement où les tournures un peu étranges et décalées du castillan ancien sont utilisées de façon humoristique, et c'est drôlissime. Et finalement, c'est un peu ça que j'ai fait, parce que voilà, je ne peux pas faire autrement, mais bon, quand même, je me suis documenté aussi sur la famille de Torres, que ce soit le Quichotte ou El Buscón. J'ai compilé pas mal d'expressions, d'usages différents des mots à l'époque. C'est génial, le mot industrie, comment il était différent à l'époque. Voilà, c'est pas l'industrie comme on l'entend nous depuis la révolution industrielle. L'industrie, c'était d'un côté le travail et d'un autre côté aussi le fait de faire quelque chose exprès. Le fait de la préméditation, c'était l'industrie. Et tout ça m'a permis d'enrichir quand même la traduction. Mais bien plus important, la traduction, c'est vraiment le texte original. Et je vais raconter la petite anecdote. Bien avant, quand j'étais encore au stade de découpage, mes parents, j'ai voulu lire l'histoire à mes parents, j'ai tout le découpage, mais le texte en français. Et du coup, j'ai pris de l'ordre de 4 heures à raconter l'histoire à mes parents, en passant les faits du storyboard et en traduisant en temps réel les dialogues de Pablos et expliquant l'histoire. Et à un moment, et mes parents sont les deux instits, ils ont été profs de langue et littérature, c'est des gens cultivés, c'est des gens lettrés, et ma mère me dit, c'est quévedesque, c'est vraiment quévedesque, ça m'a surpris, et moi, quand je l'ai raconté à Alain, il est sauté au plafond. C'était la réflexion des gens qui voyaient, qui avaient qu'un Français avait capté parfaitement l'essence du style de Québec. Dans cette traduction, il a réussi son coup, parce que puisque là, on allait faire des dédicaces en Espagne, et sa traduction a été saluée. Donc maintenant, si le jour il a envie d'arrêter de dessiner, je sens un peu la carrière. Bah oui, je pense que ça ne gênera personne si vous arrêtez de dessiner, bien sûr. Donc la boucle est bouclée, un roman espagnol continué en français, traduit en espagnol à la manière de la musique. Du coup, c'est la VO, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah bah justement, on va passer, maintenant qu'on a vu que la construction du récit et la langue savoureuse valait le coup, rien que pour ça, de lire, on va passer au dessin. Parce qu'évidemment, c'est un tout. Le dessin, je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas que Juanjo est le dessinateur de la série Black Sad. On reconnaît la patte Garrido dans le dessin, mais c'est différent. Est-ce que vous, pour cet album-là, vous avez essayé des choses nouvelles, vous avez expérimenté des choses par rapport à Black Sad, outre le fait de dessiner des œuvres? Beaucoup de choses. Déjà, dans Black Sad, il y avait pas, dans 4 tomes, il n'y a pas du tout eu de paysage. Dans le 4e, il y avait quelques paysages. J'ai essayé de me préparer un petit peu, mais voilà, je me suis un peu vautré. Et les paysages sont très moches dans le 4e Black Sad. Quelques exceptions où ils sont passables, mais il y en a des exceptions carrément ratées. Pour celui-là, j'ai voulu me préparer un petit peu plus. J'ai fait de l'aquarelle en extérieur. Je suis parti quelques fois avec mon pote Jean-Paul Krasinski faire des aquarelles de rue. Lui, c'est un maître. Donc à chaque fois, je rentrais déprimé à la maison parce que vraiment, c'est fabuleux ce qu'il fait. Des aquarelles de rue de Paris autour de la gare de Lyon. Et voilà, donc j'ai essayé. Il y a beaucoup plus d'espace ouvert que dans Black Sad. Le fait que je fais le personnage humain, c'est vraiment un détail. Je peux vous dire que c'est plus facile de réussir les expressions et les nuances des expressions faciales chez les animaux que chez les humains. Parce que chez les animaux, on triche tout le temps, et chez les humains, on ne peut pas trop tricher. Après, voilà, il y avait une grande difficulté avec tous les. Comme vous voyez dans chaque page, quasiment, il y a plusieurs ambiances aux couleurs différentes. Donc c'était. Avec toutes ces difficultés pour l'enchaînement des palettes de couleurs, les recherches. Parce qu'on vient aussi de gamme.
Oui, bien sûr, Entre bien sûr. parenthèses, La couleur, c'est la couleur qui détermine finalement pour moi la page sans couleur n'est pas, voilà, elle n'est pas finie. Et par rapport à Black Sad, je voulais changer de style, de technique. J'ai pas changé de style. Pour moi, c'est le même style que Black Sad, c'est semi-réaliste, comme on dit, c'est réaliste avec quelques touches de caricature, selon les moments et selon les personnages aussi, selon les situations. Mais. Alors, j'ai un blanc, pardon. Et ben alors j'enchaîne. Non, c'est ça. Oui. Donc la technique que j'ai utilisée est un peu différente parce qu'il n'y a pas d'ancrage. C'est du crayonné. Un crayonné poussé est fait sur une surface en polyester qui est très lisse et du coup ça nous permet beaucoup de subtilité. Ça c'est scanné et imprimé sur un papier aquarelle et après voilà, ce que vous voyez c'est exactement ce qu'il y a sur l'original. Le trait est en partie, je veux dire, le trait est une reproduction en principe du crayonné, la couleur est originale, mais sur une bonne partie des traits principaux sur les surfaces noires je repasse sur les traits à l'aquarelle noire, pas à l'encre. Je me suis rendu compte après quelques essais que l'aquarelle noire est plus maniable quand vous avez déjà votre couleur d'aquarelle posée sur le papier. Donc, du coup, ça rehaussait, ça ajoute la dernière note de contraste et ça vous crée des effets de profondeur qui sont incroyables. Ça, c'est une technique à la base, c'est à peu près la technique qu'avait utilisée Didier Cassegrain sur son premier Taobang. Et j'ai récupéré cette technique et voilà, je peux dire que c'est pas que j'ai amélioré la technique, mais si quand même, parce que lui, il faisait son trait au bic. Et le bic noir, 20 ans après, je ne veux pas imaginer ce que ça donne maintenant sur l'original. C'est une encre d'une qualité infime. Au moins, voilà, je m'assure que les originaux résistent au passage du temps. Et les originaux, ils font quel format? Je ne sais pas. Presque 40 par 50, c'est grand. Ouais. Ils sont plus grands que ceux de Black Sad. D'accord. Et alors dans le dessin, alors vous parliez des personnages, il y a une galerie de personnages de trogne absolument incroyable. Comment vous avez regardé autour de vous? J'ai même dans mon ordi, dans toute la section de doc, j'ai un dossier qui s'appelle Mec Moche. Et il y a essentiellement de footballeurs dedans. Oh, des noms, non, pas de non. Vous tapez type moche sur Google Images et il y a Ribéry et compagnie, il y a tout de suite, et puis, oh là là, quel bonheur. Donc on peut reconnaître des joueurs de foot dans le... Non. C'est juste des références. Après, c'est pas un type que vous allez reproduire, mais simplement trouver des choses, des idées. Vous passez une trentaine de photos de types et puis voilà, il y a quelque chose qui il y en avait un avec un nez comme ça, mais qui était gros, et puis l'autre, je sais pas quoi, il était mal rasé. Ça vous donne des idées. Par contre, ce qu'il y a, c'est une petite dizaine d'acteurs espagnols des films des années 60 qui ont bercé mon enfance. Dans les années 70, justement, c'était des acteurs de films noir et blanc, films familiaux qui sont devenus très attachants à nos yeux. Et du coup, je voulais leur rendre hommage et rendre hommage aussi à Astérix indirectement, parce que c'est quelque chose que Derzo faisait très souvent et avec beaucoup de fortune. Oui, de représenter des personnages. Des personnages de la télé, Guy Lux, Tchernia. Et alors peut-être, juste en passant, depuis longtemps, vous êtes catalogué dessinateur animalier, anthropomorphe, Black Sad. J'espère que c'est fini. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir montrer que voilà, on décollait l'étiquette. C'était quelque chose d'important aussi. Oui, pour moi c'était important parce que même le tome de voyageurs que j'ai dessiné, il n'est pas très bien dessiné, j'en suis pas très content. Mais des personnes m'ont fait des réflexions. Ouais, je suis personnellement un côté animal. Je dis, je sais pas. Je sais aussi dessiner les images, ça va quoi. Non, mais c'est là, je crois que c'est bon. Je crois que les non-initiés ont compris. Alors,
toujours en parlant du dessin, quand vous voyez arriver les pages dessinées d'après votre scénario, ça doit être des claques à toutes les pages. Parce que surtout l'impression forte que j'avais, c'est que souvent quand j'arrivais chez Franco, je voyais les originaux, certaines pages je les avais vues, j'avais des scans que envoyés, mais j'arrivais chez lui et je voyais 10, 20 originaux d'un coup, et c'est assez violent en fait, comme impression, parce qu'il y a ce niveau de qualité qui est incroyable, ce niveau de précision, de richesse, sans jamais non plus saturé. C'est vraiment des pages de très bonne qualité, mais avec la quantité, ça donne quelque chose d'assez monstrueux, en fait, parce qu'on est un petit peu acculé dans les cordes par Mike Tyson. Là même à la lecture de l'album, c'est vrai qu'on est accroché dès le départ et le dessin. Il s'est mis lui-même dans la merde, en fait, il a commencé à avoir un très gros degré d'exigence sur les premières pages, après il a fait le côté pendant 145 pages, et il a réussi à tenir, il n'y a eu aucune baisse de régime sur la totalité de l'année. Ça a juste pris un peu plus de temps. Oui, parce qu'effectivement, si cet album est fait en 3 semaines, effectivement on peut dire, voilà, il n'y a pas de perte de qualité, mais ça n'a pas été fait tout à fait en 3 semaines. On l'aurait fait en 3 semaines. Peut-être dans un autre style. Mais combien de temps ça vous a pris au total, depuis la première écriture de scénario jusqu'à la dernière page? Les premières notes ont été prises il y a 10 ans. D'accord. Donc on est quand même un peu dans le temps. Et du moment où on a commencé à faire le storyboard, pour moi c'était 3 ans et demi de travail. Et au départ, j'ai lu que le nombre de pages a augmenté au fil du temps et c'était rajouté encore. Au départ, ça devait être un one-shot de 90 pages et j'ai commencé à écrire le scénario. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de pistes intéressantes à explorer. Le récit a changé de structure, de forme au fur et à mesure, et puis ça s'est étoffé. Les pages se sont ajoutées aux pages. Ça finit par dépasser les 100. Je suis arrivé à 120 pages de scénario et là, il est court. C'est à ce moment-là qu'il a eu un infarctus. Il a eu son premier infarctus. Et il nous a proposé de faire 2 albums, en fait, parce qu'en plus il y avait. Sur son lit d'hôpital. Et il est devant les courbes, parce que plate de l'électrocardiograme, on lui a dit non. Il faut faire un seul album, parce que l'histoire ne tiendrait pas en 2, c'est pas possible. Oui, il y a un chapitre qui se termine à peu près à la moitié, mais c'est pas possible, ça ne fonctionnerait pas. C'est une histoire qui fonctionne comme un tout et qui doit être lu. Et toujours dans cet esprit d'immersion et de voyage et de plongée dedans, ça ne peut pas fonctionner en 2 volumes. Et donc il a été le jeu, il a dit ok, on y va, il a suivi. Et c'est là qu'est intervenu le deuxième infarctus. Quand Andrew a commencé le dessin. Parce qu'évidemment, cette histoire qui fait 120 pages, c'était bien, mais il y avait quand même certaines scènes qui étaient un petit peu étriquées, certaines cases qui étaient des demi-pages, qui étaient prévues pour des demi-pages, des pages entières, puis des doubles pages. Certaines scènes de bataille que j'avais imaginées en deux pages se sont développées sur 4 ou 5 pages à l'arrivée. On s'est retrouvé avec 145 planches de BD. C'est à ce moment-là que Delcourt a pris un peu de recul par rapport aux éditions Delcourt. C'est bizarre, en parallèle. Mais pourquoi vous n'aviez pas travaillé avant, ensemble? Pourquoi vous n'avez pas plus tôt? Parce qu'on ne se connaissait pas. Vous êtes rencontrés On s'est rencontrés ici. Ouais. Voilà, et après on s'est revus plus tard, on s'est liés d'amitié un peu plus tard, et voilà, c'est venu le moment naturellement. Donc voilà, on n'a pas forcé à arracher. C'est bon, maintenant, il est là. Je voulais ajouter que le fait de faire, pour nous, c'était une démarche d'intégrité artistique, on va dire, le fait on voulait l'ouvrage en un seul tome. Et a posteriori maintenant, parce qu'il ne faut pas dire qu'on l'avait même pas vu de loin, je pense que le bouche à oreille formidable qu'il a existé depuis que ce livre est sorti, il est dû au fait que c'est un gros bouquin, une histoire autoconclusive, où les gens peuvent lire toute l'histoire, avoir l'expérience de lecture qui nous ont transmis tant de fois, pour laquelle tant de fois ils nous ont remercié avec le grand sourire,
Bronner qui nous a complètement désarmés à chaque fois. Et voilà. Et sans l'histoire complète, le succès du livre n'aurait pas existé. Je pense qu'il n'aurait pas existé. Oui, je me souviens pas, c'est un pari éditorial, mais c'était pas un pari artistique. Parce que... Non, ça se justifie totalement, et aussi pour cette ampleur romanesque qu'on voulait donner ici, qui fonctionne parce que c'est un épée ou une chose. Alors, c'est peut-être le temps de se tourner vers le public. Si vous avez des questions à poser, il y en a encore. Oui, question là-bas. Bonjour. La question, c'était sur les formats que le scénariste envoie au dessinateur. C'est sous quelle forme, en fait? Alors, c'est case par case, ou c'est plus cinématographique avec une narration? J'ai l'habitude de travailler pour les scénarios des autres séries. J'ai l'habitude de travailler avec un storyboard, un journaliste storyboard que je fournis au dessinateur. Et là, je lui ai proposé à Franck de travailler comme ça au début, mais il m'a mis en garde, il ne voulait pas quelque chose de trop poussé, donc j'ai fait un storyboard patatoïde que j'ai essayé de simplifier à l'extrême. Mais même ça ne lui convenait pas parce qu'il avait vraiment envie de garder la main sur la narration. C'est une partie du travail qui lui plaît dans la vieille Excel. Et donc, du coup, après beaucoup de tâtonnements, on a fini par trouver une méthode de travail qui n'était ni la sienne ni la mienne, mais quelque chose d'hybride, à savoir que je lui fournissais du texte pur, mais qu'en revanche, j'avais un droit de regard sur son découpage. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges comme ça à tous les niveaux de l'histoire. Et à ce niveau, c'est que moi j'avais pas l'habitude que le scénariste intervienne dans le découpage, parce qu'avec Juan Diaz, on voit le scénario écrit et je fais le découpage de monnaie, il me pose peu ou pas de problème. Et avec Alain, c'était beaucoup d'interventions, il était sévère, et il était. Voilà. Mais juste à chaque fois, effectivement, à chaque fois, c'était pour des améliorations. Et même si au début, sur certains niveaux, j'ai pu avoir un petit peu de réticence, mais non, cette idée est bien, pourquoi la changer, non. Mais immédiatement, je me suis rendu compte que tout venait, tout était pertinent, et tout allait contribuer à améliorer le récit, à avoir une BD encore bien plus de qualité. Donc, à chaque fois, c'était pertinent, c'était riche, ça fonctionnait, ça rendait le récit plus fluide, plus intéressant. Et comme ça, on a travaillé toute la production. Moi, c'était sur les mini. Du coup, votre rapport avec le tableau de Velasquez, il est énorme dans le bouquin. Ouais. Et du coup, la couverture, c'était l'histoire d'être Velasquez. Comment s'était passé votre rapport avec Velasquez sur le projet? Déjà, il n'y a pas Velasquez qui veut. Comme vous dit, votre couverture est dans le pur style de Velasquez, ça me fait doucement rigoler. C'est une toile à l'huile et qui a bénéficié de l'enseignement et des savants conseils d'Alexandre Alice, qui est un formidable peintre et portraitiste, en plus d'être un extraordinaire auteur de bande dessinée, auteur complet aussi. Mais voilà, il fallait une toile dans l'esprit de ce siècle-là. C'est une toile qui pourrait être une toile d'un peintre très médiocre de l'époque. Mais elle accomplit sa fonction, c'est de représenter des personnages et comme on le voulait, vraiment dans une esthétique qui situe parfaitement le siècle très rapidement, même si on ne sait pas dire c'est 16e, 17e, on ne sait pas, mais c'est l'Espagne baroque, c'est vraiment là. Et faire un vrai portrait du personnage qui est un fourbe, qui est un gueux, qui est mal rasé, des cheveux en pétard et qui a un regard assez peu rassurant, mais qui est habillé en noble. Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais il a l'air sympa quand même. Oui, quand même sympa. Pas rassurant, comme je le dirais, il a un regard narquois, il n'a pas un regard neutre comme souvent dans les portraits d'époque. Sauf que Velasquez, justement, lui aussi, il a su soutirer à ses modèles des regards inoubliables dans plein de sens, que ce soit les nains de la cour d'Espagne, d'autres bouffons, ou même le pape quand il est allé faire son portrait, et le pape a vu le portrait, il y a des tops. Et alors, là, on reconnaît quel joueur de foot?
Non, c'est comment vous avez fait le Non, le design est venu après énormément de recherches, et à un moment donné, voilà, il est apparu quasiment seul. Moi, j'étais dans je pense que je me suis laissé aller et je l'ai vu, hop, dis donc, j'ai fini le dessin sans me rendre compte, et j'avais échappé à mes automatismes sans le vouloir. Peut-être si j'ai essayé un truc différent, mais j'ai obtenu un dessin où il n'y avait pas mes tics de dessin et de design de personnage. C'est pour ça que je l'ai aimé tout de suite. Vous plaisantez ou pas? Juste, oui, s'il vous plaît. C'est une question qui est autant pour le scénariste que le dessinateur. Donc, vous parlez effectivement d'une dizaine d'années pour créer ça, 3 ans et demi pour le réaliser. Est-ce qu'une fois que la dernière case a été réalisée, on ne tombe pas dans un espèce de vide, dans un Handful blues qui fait que d'un seul coup, on s'est tellement investi pendant des années que ça paraît bizarre après quand tout est terminé? Oui, ça vient avec tous les albums. Celui-là, en plus, il y avait ce danger-là, et moi je craignais aussi un burn-out parce que je me suis tellement investi. Mais non, parce que j'ai pas eu le temps. Immédiatement, il fallait faire la couverture du tirage de tête, et puis la couverture de l'autre tirage de tête, et l'exhibit pour les 2 tirages de tête, et s'occuper de la maquette, et surveiller la traduction espagnole, et surveiller l'édition espagnole, et parler avec donc voilà, ça a été impossible de s'octroyer quelques jours de Handful Blues. Et sachant que c'est vrai que ça arrive souvent pour les albums, mais ça arrive particulièrement pour les séries. Les fans de séries sont assez terribles. Alors peut-être une dernière question, mais il y a beaucoup de bras qui se lèvent. Donc monsieur qui a le micro, voilà. Bonjour, fort de la collaboration et du succès de ce volume exceptionnel, est-ce que ça vous donne envie de repartir sur notre projet commun tous les deux? Oh, oui. Quand la réponse est plus courte que la question, c'est là qu'on est mal. Voilà, vous pouvez vivre parfois ce qu'on vit. Mais vous avez déjà réfléchi à quelque chose ou c'est juste que vous avez l'envie de continuer? Oui, on a des pistes. Mais alors il y a un planning. Je ne sais pas comment on va s'embarquer encore, mais je suis sûr que ça va être en course ou encore. Très bien, sur cette bonne nouvelle, on va vous remercier d'être venu parler des Infourbes avec nous pendant 1 heure. Et puis,